Vous connaissez cette sensation, ce nœud au ventre qui ne vous quitte jamais quand vous êtes en couple. Cette petite voix qui analyse chaque geste, chaque mot, chaque silence de votre partenaire. Ce radar permanent qui scrute le moindre signe de danger, de rejet et d'abandon. Cette fatigue mentale épuisante d'être constamment en alerte comme si votre corps était branché sur secteur 24 heures sur 24. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors vous vivez probablement ce qu'on appelle l'hypervigilance. Et non, ce n'est pas de votre faute. Non, ce n'est pas votre nature profonde non plus. Et oui, il est possible de s'en libérer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme de survie qui peut nous épuiser parfois. On va aller comprendre pourquoi notre système nerveux peut rester bloqué en mode danger, en mode survie, et comment ça va influencer nos choix de partenaires. Et surtout, je vais essayer de vous donner des outils concrets pour enfin retrouver la paix intérieure dans vos relations. Préparez-vous à comprendre ce qui se joue vraiment dans cet état d'hypervigilance. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver, surtout pour cet épisode de podcast que je pensais avoir tourné depuis des mois, peut-être même des années. J'en parle souvent dans d'autres épisodes en vous disant allez écouter l'épisode sur l'hypervigilance, et parfois je reçois des messages mais dans quel épisode tu parles de l'hypervigilance? Donc je pense que je l'ai abordé parfois, mais j'en ai pas fait un épisode dédié. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette hypervigilance et de l'impact qu'elle a dans notre vie, dans nos relations et dans l'estime de soi. Déjà, qu'est-ce que l'hypervigilance? L'hypervigilance, c'est, à mon sens et ma propre définition, c'est cet état d'alerte constant du système nerveux. C'est ce moment où vous vous sentez à tout analyser, à être fatigué de tout analyser. Et souvent, vous l'avez dans vos relations, que vous soyez en couple, que vous ayez un crush, que vous soyez dans une situationship, que vous soyez en train de fréquenter quelqu'un et qu'il n'y ait pas trop d'étiquettes aussi d'ailleurs. Et je vous invite vraiment à regarder, je vais vous donner quelques exemples que moi j'ai vécu. Quelles sont les manifestations physiques, émotionnelles et comportementales que vous pouvez avoir pour déjà déceler quand est-ce que vous êtes dans cet état d'hypervigilance? Personnellement, moi, je suis pas quelqu'un qui soit particulièrement anxieuse ou qui ait eu beaucoup de troubles du sommeil. Et pourtant, quand j'étais dans une relation, je pouvais avoir des insomnies, je pouvais me réveiller la nuit, je pouvais tourner, je pouvais me faire des scénarios catastrophes toute la night. Et en fait, ça aurait dû être mon alerte sur le fait que j'étais en état d'hypervigilance. J'étais hyper fatiguée, je me sentais tendue, je me sentais émotionnellement, j'étais irritable, j'étais épuisée, même pas physiquement, mais émotionnellement. Et je sais que ça, c'est quelque chose que beaucoup de mes clientes me disent, c'est je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée de me sentir seule, je suis fatiguée de pas bien dormir la nuit, je suis fatiguée d'être dans cet état. Je suis tout le temps stressée. Donc vraiment, regardez déjà à quel moment et qu'est-ce qui vous met dans cet état d'hypervigilance. Et ensuite, j'avais quelques comportements qui pour moi étaient très clairs. C'était l'analyse excessive de tout. Clairement, je pouvais autant épier les réseaux sociaux que analyser le moindre point, la moindre virgule, le moindre emoji dans les messages, et le fait de me faire tous les scénarios catastrophes. Ça, cette anticipation que j'avais avec tout. Et je vous raconte une histoire parce que ça me vient là en vous le disant. Je me souviens, alors c'était il y a 12 ans bientôt, mais je discutais avec un garçon à l'époque et on devait se voir. On avait un date et moi j'étais arrivée sur place un petit peu en avance. Et la personne me dit: «Oui, je suis dans le quartier, je suis en train de me garer». Et ben, je vous jure que même à ce moment-là, alors que la personne me dit qu'elle est en train de se garer, il y a une part de moi qui s'est dit: «Non mais ça se trouve il va pas venir, ça se trouve il est même pas là, il est en train de me mentir». Et en fait, j'étais dans un état d'hypervigilance plus pour que je me sente en insécurité comme ça. Donc c'est un exemple de situation, d'état d'hypervigilance où mon système nerveux était tellement en mode danger que, il s'est fait ce scénario pour presque me préparer s'il y avait quelque chose de grave. Alors c'était pas grave, même s'il ne venait pas, c'était vraiment pas grave. Mais en tout cas, ce que moi, que je considérais être comme un danger. J'avais besoin presque de me préparer. Donc si ça vous parle, potentiellement dans ces moments-là, vous êtes dans un état d'hypervigilance.
Pourquoi on en est arrivé à développer ce mécanisme-là? C'est souvent lié à la blessure d'abandon. La blessure d'abandon fait que vous pouvez évidemment, toutes les personnes qui ont la blessure d'abandon ne sont pas dépendants affectifs, mais ça peut arriver. Et en fait, un des mécanismes de survie de la dépendance affective, c'est justement l'hypervigilance. En fait, l'hypervigilance, c'est une réponse à un environnement qui va être soit imprévisible, soit insécurisant. Donc, dès que vous allez vous sentir en insécurité, vous allez être dans l'hypervigilance. Donc, vous allez être dans une hyper-analyse, hyper-adaptation, en fait, tout hyper pour justement essayer de voir ce qui pourrait, dans votre environnement, à ce moment-là, vous mettre en danger. Donc, l'impact que ça va avoir dans la relation, dans les relations que vous vivez, c'est vraiment le fait de tout vouloir anticiper, tout analyser, souvent dans les relations pour soit vérifier que la personne ne vous trompe pas, soit vérifier que la personne ne fréquente que vous, voir que la personne ne vous ment pas, vérifier que la personne ne va pas vous quitter, est-ce que vous avez bien tous les éléments, etc. Donc c'est une espèce de stratégie d'adaptation qui, quand vous êtes enfant, si vous avez vécu un événement traumatique, c'est plutôt sain, puisqu'en fait, c'est votre corps qui va se mettre en mode alerte pour que ça n'arrive plus. Malheureusement, cette stratégie d'adaptation, elle va devenir dysfonctionnelle à l'âge adulte, puisque elle va se développer dans tout type de relation et parfois pas justifiée. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas légitime ce que vous ressentez, c'est juste que factuellement, vous allez plus vous épuiser que obtenir les réponses dont vous avez besoin. Et ça a directement un lien avec l'attachement insécure, l'attachement anxieux dont je parlais dans un de mes derniers épisodes de podcast que je vous invite vivement à écouter, qui a eu beaucoup de succès et dont j'ai eu beaucoup de retours aussi. Voilà, si jusqu'ici ça vous parle, je vous invite vraiment après à aller écouter cet épisode de podcast que j'ai fait, je crois, il y a 2 ou 3 podcasts. Surtout, je veux qu'on déculpabilise de ce comportement-là. Malheureusement, souvent, on va avoir tendance à culpabiliser, à se dire qu'on n'est pas normal, que c'est de notre faute. On va en plus, dans les relations, avoir tendance à se dire que c'est nous le problème, alors qu'en fait, c'est pas un défaut de caractère, c'est pas le fait qu'on soit folle, c'est pas le fait qu'on soit chiante ou chiant, c'est notre système nerveux qui littéralement fait de son mieux pour nous protéger. Et ça, je mets du cœur à l'ouvrage, surtout dans mes coachings, pour vous faire déculpabiliser, parce que si vous êtes en lutte contre vous-même, comment voulez-vous guérir et vous donner de l'amour et essayer d'aller dans votre sens tout en guérissant, tout en allant à l'encontre de ces mécanismes-là? Mais vous ne pouvez pas être si dur avec vous-même. Et il faut vraiment comprendre ça, que de base, c'est un mécanisme de défense et qu'il y a tout un processus justement pour pouvoir apaiser son système nerveux et ne plus être dans ces mécanismes-là. Parce que, je vous le rappelle, cette hyper-vigilance, elle a été nécessaire à un moment donné. Donc, c'est OK que le corps ait retenu ça. Qu'est-ce qui se passe dans la dépendance affective? Donc, malheureusement, on va rentrer dans un cercle vicieux. En fait, comment l'hypervigilance nourrit la dépendance affective? Ce qui se passe, c'est que il va y avoir la peur constante de l'abandon qui se confirme. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que quand on est dans la dépendance affective, je vais essayer d'être claire et concise. Quand on est dans la dépendance affective, on a certaines croyances, on a une mauvaise estime de soi, on pense que tout le monde va nous abandonner. Et donc, on va être en hypervigilance pour que l'abandon ne nous arrive plus jamais. Malheureusement, on développe aussi une forme d'auto-sabotage. Donc, on va pousser les gens vers la sortie qui, du coup, vont, entre guillemets, nous abandonner, nous quitter, décider de ne pas être dans cette relation avec nous, ne pas s'engager avec nous, etc. Et du coup, on va être de plus en plus dans l'hypervigilance parce qu'on va se dire, il y a quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas compris, pourtant j'ai tout analysé, je comprends pas, tout se passait bien au début, etc. Et donc, ça va nourrir cette
hypervigilance-là et nourrir la dépendance affective, puisque plus je vais vouloir être hyper vigilant, plus je vais devoir être accro à l'autre aussi. Et plus je vais être accro à l'autre, plus je vais être hyper vigilant, puisque plus je vais avoir peur. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux comme ça. Et en fait, plus on va être dans l'hypervigilance, plus on va être fatigué. Et cet épuisement-là, il va nous rendre de plus en plus vulnérables. Et plus on se sent vulnérable, moins on a une bonne estime de soi. Et moins on a une bonne estime de soi, plus on va perdre confiance en son propre ressenti et on va du coup faire les mauvais choix parce qu'en fait, je ne dis pas que quand on est dans l'hypervigilance, on se fait forcément des faux scénarios parce que je pense qu'il y a beaucoup de notre intuition. Malheureusement, on perd confiance en notre intuition et on va analyser des choses qui parfois n'ont pas trop de sens parce que c'est aussi... notre système nerveux, qui lui se sent en danger, va être moteur dans la manière dont on va se comporter. Donc c'est complexe. Maintenant, là où je donne toujours un vrai conseil, et ce qui me semble vraiment, vraiment très important, ça va être de regarder, d'observer, sans être dans l'hyper-analyse, parce que c'est pas le but non plus de vous remettre dans ce système-là, mais vraiment de regarder quel est l'impact que ça a sur le choix de vos partenaires. Souvent, vous allez retrouver l'attraction pour des personnes qui vont réactiver vos blessures. Il va y avoir aussi une confusion entre l'intensité et l'amour. L'amour, c'est pas censé être obsessionnel, fusionnel. C'est pas censé, vous n'êtes pas censé y penser H24. C'est pas censé être d'une intensité qui vous met dans le mal, parce que ça peut être très intense, mais ça. Hein. Mais là, il va y avoir un problème, c'est que souvent, vous allez vous rendre compte que c'était très intense, mais que c'était pas de l'amour, après coup. Ce qui se passe, c'est que vous allez vers ça parce que c'est ce qui est familier pour vous. Même si c'est toxique, c'est quelque chose que vous connaissez. Alors qu'une relation saine, souvent vous ne l'avez pas connue et donc votre système nerveux identifie ça comme un danger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à réguler, soit en coaching, soit en thérapie, soit dans une autre pratique, soit en sophrologie aussi, j'imagine, pour pouvoir réguler le système nerveux. Parce que tant que vous allez être dans ce mécanisme-là, même si vous rencontrez quelqu'un de sain, ça va être très très dur pour vous. J'ai encore eu le témoignage d'une femme ce matin qui me disait, en fait, j'ai rencontré quelqu'un de sain qui avait envie de m'aimer, qui était prêt à s'engager avec moi, mais je l'ai rejeté parce que j'étais incapable de recevoir cet amour. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur vous pour pouvoir réguler votre système nerveux. Et en plus de ça, malheureusement, cette hypervigilance, elle va nous faire interpréter les red flags. Donc les red flags, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est tous les drapeaux rouges, tous les signaux d'alarme dans les relations. En fait, l'hypervigilance, elle va nous faire interpréter ça comme des défis à relever. Ça, c'est un peu le dur de la dépendance affective. Hein. C'est non mais avec moi il va changer, non mais avec moi ce sera pas comme ça. On va se mettre dans un rôle de sauveur plutôt que de se dire je prends les jambes à mon cou et je pars de cette relation. Donc c'est un peu ça. Et du coup, quels sont les signaux d'alarme dans la relation? C'est quand l'hypervigilance va nous pousser vers des partenaires indisponibles. Encore une fois, combien de femmes, surtout les hommes, vous êtes là aussi, vous inquiétez pas, mais combien de personnes me contactent pour prendre un coaching et qui me disent je ne comprends pas, Auria, je suis toujours attirée par des partenaires indisponibles. Soit physiquement, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont habiter dans un autre pays, sur un autre continent ou aller dans une autre ville, mais vraiment loin, soit une indisponibilité émotionnelle. Je pense à des clientes qui sont en semi-relation avec des personnes qui sortent d'une relation, qui sont pas prêtes à s'engager. Oui, mais quand même, je t'aime beaucoup, mais là, tu comprends, je suis pas prêt, etc. On reste là-dedans. Pourquoi nous restons dans des relations qui alimentent notre stress? Pour cette raison-là. Parce qu'en fait,
c'est quelque chose qu'on connaît. On a l'habitude d'avoir notre système nerveux en alerte, en hypervigilance. Et si vous voulez, je pense que c'est ça que je dois vous dire. L'hypervigilance, aujourd'hui, c'est ce qui vous sécurise. C'est devenu dysfonctionnel, mais en tout cas, c'est ce qui vous a sécurisé dans l'enfance. Donc, quelque part, votre cerveau, aujourd'hui, a l'impression que ça vous sécurise. Donc, si vous n'êtes pas dans l'hypervigilance, vous avez l'impression que vous êtes en danger. Donc, vous restez dans des relations qui vont nourrir ce stress-là, parce que s'il n'y a rien à penser, alors c'est ça qui va vous stresser finalement. Donc, vous restez dans des relations qui vont alimenter ce stress-là parce que c'est familier, parce que votre système nerveux en a besoin, puisque l'hypervigilance, c'est ce qui vous a maintenu en sécurité à un moment. Donc, c'est le grand paradoxe, puisque on va chercher la sécurité auprès des sources d'insécurité parce qu'on a fait croire à notre cerveau que c'était ça qui nous mettait en sécurité. C'est crazy, je sais. Quand je le dis, même moi, j'ai dû parler beaucoup pour finalement arriver à cette conclusion-là. Mais donc, c'est important de se dire, si là, ce que je vous dis depuis le début de ce podcast vous parle, il y a des problématiques à régler. Où que vous soyez célibataire, que vous soyez à moitié dans une relation qui n'en est pas, que vous soyez en couple, si ça vous parle, si ces comportements sont ce que vous vivez au quotidien, arrêtez d'attendre d'aller très mal pour vous faire accompagner. C'est ce que j'ai fait, j'aurais mieux fait de m'y prendre avant, je peux vous le dire. L'impact que ça va avoir sur vous et sur vos relations. Déjà sur le plan personnel, épuisement mental et physique constant. Vous allez avoir des difficultés à prendre des décisions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand le système nerveux est en mode survie, c'est difficile pour lui d'avoir de la clarté sur ce qui est bon ou pas pour vous. Malgré le fait d'être en hypervigilance, vous avez l'impression que vous analysez tout pour prendre les bonnes décisions, mais vous n'allez pas le faire parce que vous manquez de clarté mentale, clairement. Pourquoi aussi ? Parce que vous perdez toute connexion avec vos propres besoins. Vous avez aussi tellement votre focus sur l'extérieur, sur l'environnement, que vous ne savez plus ce qui est bon pour vous. Des angoisses, troubles anxieux aussi. Et évidemment, un énorme impact sur l'estime de soi. Parce que de toute façon, vous n'êtes déjà plus connecté à vous-même. Pour certaines personnes, vous allez même être en état de dissociation en fonction de ce que vous avez vécu. Sur le plan relationnel, quel est l'impact ? Difficultés de communication. Quand je dis ça, c'est des difficultés pour moi de communication qui soient authentiques. Vous avez une incapacité à être vous-même dans les relations et du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous manquez de clarté. Vous manquez de clarté dans les relations puisqu'en fait, vous avez peur de poser des questions puisque ça va vous mettre en danger. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites tout un film et malheureusement, je fais une petite parenthèse là-dessus, tous ces films que vous faites, que ce soit de l'anticipation négative aussi, vous faire les scénarios catastrophes, vous le faites aussi à l'inverse en créant de toutes pièces la relation. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, la personne, elle n'est pas du tout engagée, tout ça, mais vous allez, pour vous rassurer, pour vous maintenir dans le mode survie, pour vous tenter de vous sécuriser, monter de toutes pièces la relation, la connexion que vous avez avec la personne, pour pouvoir avoir quelque chose auquel vous raccrochez. Vous allez avoir tendance à aller dans des relations qui soient dans la fusion ou dans l'évitement, d'un côté ou de l'autre. Prenez ce que vous avez à prendre dans cette phrase-là. Vous pouvez, ça c'est pas tout le monde, créer des conflits par anticipation. Donc ça, c'est une forme d'autosabotage aussi. Difficulté à recevoir l'amour même quand il est présent, ça aussi c'est de l'autosabotage. Vous avez peut-être déjà été dans cette situation. Donc ça, c'est hyper important de prendre ça en considération. Ensuite, vous avez un coût qui est énergétique, dans le sens où vous allez toujours être fatigué. Ça va avoir un énorme impact sur votre créativité, sur vos projets perso, puisqu'en fait, les relations que vous vivez, au-delà du système nerveux, deviennent votre projet. Et ça, j'en parle beaucoup avec mes clientes, et moi, ça a été mon cas. Je pense que pendant une période, j'ai mis de côté mon entreprise parce que mon projet, c'était de tenir à bout de bras une relation.
Mais ça, sur le moment, évidemment, je m'en rendais pas compte, hein. Donc je vous le dis pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et évidemment, pour certaines personnes, les répercussions sur la santé physique. N'allez pas jusque-là. Faites-vous accompagner et n'allez pas jusque-là. Et si vous en êtes là, faites-vous accompagner d'autant plus. Je prends un petit temps pour comprendre son système nerveux, puisque je vous parle du système nerveux depuis qu'on a démarré ce podcast. Il faut quand même comprendre et savoir ce que c'est. Donc, le système nerveux, il a deux choses. J'ai pas envie de vous faire un cours en mode Wikipédia, mais c'est en quelques mots pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, dans le système nerveux, dans le système autonome qu'on appelle, il y a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, il va préparer l'organisme à l'action et au stress. Donc, il va activer ce qu'on appelle la réponse combat ou fuite. Ce qui va se passer, c'est en fait ce que vous vivez quand ça ne va pas en réalité, c'est-à-dire accélération du rythme cardiaque et de la respiration, dilatation des pupilles, augmentation de la pression artérielle, etc., etc. Donc ça, vous le voyez quand vous êtes dans cet état d'hypervigilance. Et le système parasympathique, il va favoriser le repos, la récupération et la conservation d'énergie. Donc là, ça va être au contraire ralentissement du rythme cardiaque, contraction des pupilles, bref, une espèce de relaxation. Et ces deux systèmes, ils travaillent toujours en équilibre constant pour maintenir, on va dire, l'équilibre dans l'organisme. Et chacun va s'activer en fonction des situations que vous rencontrez. Ce qui est important de comprendre, parce que je ne vais pas vous faire un cours, comme je vous le disais, c'est en fait de reconnaître ces états internes. C'est quoi les signaux de votre corps quand vous êtes dans cette hyperactivation ? Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça que j'ai commencé à me comprendre, à me dire, mais en fait, là, si tu ne dors plus, ma grande, si tu te sens stressée, c'est qu'il y a un problème. Et si j'arrive pas à le réguler solo, bah, il va falloir que je me fasse aider. Ensuite, je veux vous dire un mot sur la différence entre une vraie intuition et l'hypervigilance. Pour moi, ça peut être très subtil parce que parfois, l'hypervigilance, elle prend beaucoup de place. Et je sais que parfois, on m'a dit « Ah, mais fais confiance à ton intuition ». Mais en fait, quand on est dissocié, quand on est déconnecté de nos propres ressentis, quand notre cerveau et notre corps sont en lutte permanente, c'est hyper difficile de faire la différence entre l'intuition et l'hypervigilance. Mais pour moi, il y a un truc avec l'intuition, c'est tout ce qui se passe avant mon mental. Pour moi, l'hypervigilance, elle est beaucoup dans le mental. Elle est beaucoup dans les scénarios que je vais me faire, tout ce que je vais analyser, le moindre message, etc. L'intuition, elle est dans mon corps. C'est tout ce que j'ai ressenti de là, il y a un truc qui va pas. Et c'est au-delà de mon analyse du message. C'est en fait, quand tu me dis mais non, t'inquiète pas, je suis normale, il n'y a rien qu'à changer, c'est quand tout mon corps est en train de me dire arrête, je sais, en fait. Je sais déjà. Et quand je crois que je me mens, non mais je me fais des films, etc., est-ce vrai? Est-ce vrai? Qu'est-ce que te dit ton corps, en fait, en réalité? Pourquoi notre système nerveux reste bloqué comme ça? Je vous l'ai dit, la mémoire traumatique du corps, tous nos triggers inconscients, et malheureusement, parfois, l'habitude qu'on a au stress chronique. Ça, c'est pour certaines personnes. Est-ce que je peux vous donner quelques outils concrets pour au moins réguler votre système nerveux? Je tiens à vous dire avant de vous donner ça que apprendre à réguler son système nerveux, c'est très important. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de me connecter à moi-même, d'être plus connectée à mon corps, à mes ressentis, à mes sensations. Mais c'est pas ça qui m'a permis de sortir de la dépendance affective. Il n'y a rien, rien d'autre qu'un accompagnement avec une personne qui connaît son sujet, qui a les bonnes méthodes pour vous, qui pourra vous aider à sortir de la dépendance affective. Et peut-être le breathwork. Mais c'est pas ça qui, moi, m'a aidé à sortir de la dépendance affective, mais ça m'aide à plein d'autres choses. Donc, pourquoi pas? Donc, les outils concrets de régulation du système nerveux, pour moi, il y a toutes les techniques de respiration.
Vous regardez sur YouTube, cohérence cardiaque, respiration en carré, respiration 4-7-8. Euh, ça fonctionne très bien pour moi dans des périodes où je sens que j'arrive pas à me calmer, où mes pensées sont trop en boucle, etc. J'ai tendance à aller me diriger vers la cohérence cardiaque. J'ai beaucoup négligé ça pendant longtemps. Grâce au yoga, j'ai un petit peu appris et en fait, à respirer autrement, ça m'a permis quand même de réguler mon système nerveux. Il y a aussi la technique du stop. En fait, c'est une technique, alors on dit toujours en anglais, mais en fait, c'est arrête, respire, enfin prends une respiration, observe et ensuite agis. En fait, ça permet juste de pas être justement dans cette boucle infernale qui ne s'arrête jamais. Donc ça, pour moi, c'est les deux grands qui ont fonctionné. Donc je vais pas vous en donner d'autres parce que je les ai pas expérimentés et j'ai toujours du mal à parler de ce que je n'ai pas expérimenté moi-même. Maintenant, dans les pratiques quotidiennes, il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens pour qui ça fonctionne pas. Moi, c'est par période. Le journaling m'a grandement aidé parfois de juste me poser le matin et d'écrire. Même si ça dure 5 minutes, ça peut faire du bien. Mais en fait, de créer un rituel matinal de connexion à soi, justement, et encore plus si vous vous sentez complètement déconnecté de vos ressentis. Je vous invite aussi à faire des petits moments de check-in émotionnel dans la journée, d'arrêter de vivre en pilotage automatique. On est dans une société qui nous fait vivre en pilotage automatique, mais prenez juste le temps de vous dire, comment je me sens là, en réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, quand vous rentrez à la maison, admettons, vous vivez seul, ou dès que vous allez vous retrouver seul, vous allez vous prendre une énorme gifle de toutes les émotions que vous avez ignorées parfois pendant des heures, des jours, des semaines. Et pour moi, l'importance du mouvement. Mais c'est très personnel, peut-être. Mais bon, il y a quand même plein d'études là-dessus. Faites du yoga, sortez marcher, faites du sport. Faites pas du sport et allez pas à la salle juste parce que tout le monde le fait. Trouvez un sport qui vous fait du bien. Il y a un autre outil que je vais vous donner qui est moins factuel. C'est vraiment, alors ça, j'apprends à mes clients à le faire en coaching, donc je ne peux pas vous donner tous les outils ici. Mais en fait, c'est d'apprendre à communiquer ses besoins sans accuser les autres. Quand vous êtes dans une relation, comme je vous le disais, ce qui fait que vous vous sentez pas bien, c'est aussi d'être dans le flou. Et vous restez dans cet état-là parce que c'est difficile de communiquer, c'est difficile de poser des questions. Parce qu'il y a plein de croyances qui viennent avec ça. Combien de fois j'ai parlé à des clientes où j'ai dit, pose-lui la question. Ouais, mais si je dis ça, j'ai l'impression d'être chiante. Ouais, mais bah, dans ce cas-là, reste dans l'état dans lequel tu es. Alors évidemment, je ne dis pas ça, mais c'est vraiment important que vous compreniez qu'exprimer ses besoins, en fait, ça part de soi. On n'est pas en train de dire à l'autre, tu fais mal, tu aurais dû faire ça. On est en train d'expliquer, j'ai besoin de ça. Sinon, je me sens mal. On revient complètement à soi. Pour moi, c'est important dans les relations dans lesquelles vous êtes, quelles qu'elles soient. Chacune des relations, je fais quand même un peu un rappel primordial pour moi. Chaque relation que vous vivez a un cadre, même s'il n'y a pas d'étiquette. Chaque relation que vous vivez a un cadre. Et le premier cadre, c'est celui du respect. Vous partagez un moment, parfois une intimité, des émotions, donc le respect est primordial. Ça ne veut pas dire qu'on signe un contrat pour la vie. Ça veut dire que si je rentre dans ton intimité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, tu rentres dans mon intimité, tu me dois le respect. Et si vous avez des relations qui sont un peu plus approfondies, il faut pouvoir créer des espaces de sécurité dans la relation. C'est important de pouvoir dire à l'autre, quand tu fais ça, je me sens en insécurité parce que ça me ramène à ça. C'est important de construire des espaces de communication. Vous devez, pour être en sécurité, en pleine sécurité, et ça on peut me dire, oui mais chaque couple a sa vision, etc. Quand vous êtes dans la dépendance affective, s'il y a bien une chose que je sais en exerçant ce métier depuis plus de 5 ans maintenant, c'est qu'on a besoin de communication et de sécurité. On a besoin de pouvoir dire à l'autre, ça me met en insécurité. On a besoin de revenir à soi. On a besoin de pouvoir parler de ses traumas. On n'a pas besoin que l'autre vienne soigner nos traumas. On a besoin de pouvoir dire qu'ils existent. On n'a pas besoin d'être la femme ou l'homme parfait dans nos relations.
Ensuite, c'est hyper important d'apprendre à recevoir. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre sans cesse à mes clientes. Apprenez à recevoir un compliment, de l'aide. Commencez par des petites choses. Sachez dire merci. Euh, Quelqu'un veut vous aider à porter vos courses, dites oui. Ça commence par ça. Comment vous pouvez vouloir recevoir l'amour avec un grand A quand vous n'êtes pas capable de recevoir un compliment? Vous êtes déjà dans le rejet de ce qu'on vous donne. Il y aurait tout un travail à faire. J'ai noté énormément de choses, mais sinon ce podcast va durer des heures. Euh, Parce qu'après, il y a tout un travail à faire en fait sur les croyances aussi que vous avez. Euh, Parce qu'en fait, nos pensées, elles déterminent aussi la qualité de notre système nerveux et inversement. Voilà, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est hyper important de soigner aussi nos pensées quand on n'a pas encore appris à soigner notre système nerveux. Ça va déjà, en fait, on va déjà s'apprendre à penser autrement. Et ensuite, en travaillant de pair avec le système nerveux, alors on va pouvoir réussir à ancrer et implémenter des nouvelles croyances. Comment aller vers des relations plus saines? Et je terminerai là-dessus. C'est d'abord d'identifier des partenaires qui soient compatibles avec soi. Quels sont les signes d'une personne émotionnellement disponible? Comment je reconnais la cohérence entre les paroles et les actes d'une personne? Si ce n'est pas le cas, déjà, fuyez. L'importance de la patience et de la constance chez l'autre. La patience et la constance que vous donnez à l'autre, vous méritez de la recevoir aussi. Je vous invite aussi à développer votre sécurité intérieure. Ça se fait beaucoup en coaching. Mais le but étant de ne plus chercher la validation externe, d'apprendre à se rassurer soi-même et de cultiver la relation à soi avant tout. En fait, le problème, c'est que généralement, on se dit « Ouais, mais j'y arriverai jamais, je ne sais pas le faire seul. » Si vous ne savez pas le faire seul, vous pouvez aller demander de l'aide. Mais déjà, arrêtez de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Parce qu'en fait, en vous disant ça, je vous le dis, vous n'allez pas y arriver puisque vous n'allez rien mettre en place pour y arriver. Et c'est comme ça que vous allez atteindre ce chemin de guérison, même si possiblement vous êtes déjà dessus. Mais ce chemin de guérison, il va falloir accepter que ce soit un processus graduel. J'en discutais avec une cliente juste avant d'enregistrer ce podcast. En ce moment, elle est dans une phase de down, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Il faut accepter que la vie ne soit pas parfaite tout le temps. On est des êtres humains avec des émotions. On est des êtres humains, on traverse des périodes plus douces, parfois plus lourdes, parfois on est en lutte contre soi. Le tout, c'est de s'observer suffisamment pour pas se laisser couler là-dedans et s'enliser dans des situations comme ça. Mais en fait, c'est une réalité. Moi, je considère que mon chemin de guérison sur la dépendance affective, il est terminé. Par contre, j'ai encore des choses à guérir euh, qui sont autour de la dépendance affective parce qu'en fait, c'est des choses qui viennent de mon enfance. Donc là, j'apprends encore en ce moment à guérir d'autres choses et je le sais que ce sera le travail d'une vie. Célébrez vos petites victoires aussi. Parfois, une nuit complète, c'est une victoire. Parfois, ne pas avoir écrit à quelqu'un de toxique, c'est une victoire. Et parfois, ne pas avoir à y penser non plus. Enfin, chaque chose que vous vivez, même si c'est normal pour le commun des mortels, célébrez-le. Vraiment. Et encore une fois, je ne vous le dirai jamais assez, c'est tellement important de se faire accompagner par un professionnel. Cette année, je me suis fait accompagner pour mon entreprise. Là, dernièrement, j'ai pris un coaching sportif et je vais entamer une thérapie de nouveau pour des choses que je traverse. Et j'ai fait du breathwork aussi cette année. Parce que parfois, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de régler par nous-mêmes, qu'on a besoin d'aide pour nous accompagner sur ce chemin-là, comme je le fais avec mes clients tous les jours. C'est comme ça en tout cas que moi je vois l'accompagnement. C'est pas une personne, un gourou qui va vous donner toutes les réponses et une manière de faire. C'est vraiment une personne qui va vous tenir la main sur le chemin de la guérison en vous donnant des outils concrets en fonction de votre situation. Si jamais vous avez envie que je vous accompagne, vous aurez toutes les informations en bio de cet épisode.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe qui vous informera sur mes accompagnements et vous pouvez me contacter moi directement. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné en vous et je veux que vous sachiez une chose. Le simple fait de prendre conscience de cette hypervigilance, de la dépendance affective ou de quoi que ce soit d'autre que vous traversez, c'est déjà un premier pas énorme vers la liberté. Mais je sais aussi que comprendre, c'est que le début et que parfois vous vous sentez un peu dépassé par l'ampleur du travail à faire, que vous avez envie d'avancer plus vite, d'être accompagné de manière personnalisée sur ce chemin. Et c'est exactement pour ça que mon équipe et moi, on a créé mes accompagnements parce que, à mon sens, chaque personne mérite d'être soutenue, d'être guidée et surtout, on mérite tous de vivre des relations qui soient apaisées. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, si vous êtes prêt à passer à l'action concrètement, plusieurs options s'offrent à vous. Comme je vous le disais, vous pouvez réserver un appel gratuit avec une personne de mon équipe et en un certain temps, elle fera le point sur votre situation et on verra ensemble quels sont les blocages principaux et comment on peut aller les dépasser. Vous trouverez tout, comme je vous le disais, en description de cet épisode. Je vous mettrai aussi toutes les informations de mes réseaux sociaux, puisque désormais, vous me retrouverez sur YouTube et à la rentrée avec des vidéos, enfin. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le, notez-le. Partagez-le surtout à des amis qui vivent la même chose que vous ou à cette personne de votre entourage et qui pourra en avoir besoin. Parce que pour moi, plus nous serons nombreux à sortir de ces schémas et plus nous créerons un monde où l'amour sain va devenir la norme. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour comme toujours.